car en 1844, la toute nouvelle commission des monuments historiques ordonne une grande restauration de la cathédrale de Paris. Le gigantesque chantier a été confié à 2 jeunes architectes. Voici le premier, un certain Eugène Viollet-le-Duc. 30 ans à peine, peu d'expérience, mais une assurance déconcertante. À le croire, il savait mieux que Maurice de Sully ce qu'était une cathédrale gothique. Eugène, ce serait bien que vous preniez l'habitude de travailler dans nos bureaux. Formidable. Allons-y. L'histoire a un peu négligé son collègue et mentor, Jean-Baptiste Lassus. Aux yeux de la commission, c'est pourtant lui le plus qualifié des deux. Je reviens de la commission. Ils sont enthousiastes. Mais, par contre, ils voudraient savoir combien tout ça va coûter. Ne les effrayons pas maintenant. Je viens justement d'avoir 2 ou 3 idées dont il faut absolument que je vous parle. Tiens donc, et quelles sont ces nouvelles idées? Les grands travaux allaient recommencer. Mais pour être honnête, ce drôle de tandem ne me rassurait pas complètement. Avec la lumière, on voit nettement les marques de charpente. Quand vous pensez que tout ça tient malgré tout depuis 6 siècles... 6 siècles de travaux, d'aménagement et de destruction avaient fait de moi une énigme. Pour reconstituer ce puzzle, il faudrait à la fois l'adresse d'un chirurgien et le cerveau d'un détective. J'ai compris. Nous allons devoir démonter quelques fenêtres. Pardon? Avez-vous remarqué les fenêtres hautes de la nef? Elles sont un bel exemple de l'architecture du début du XIIIe siècle. Mais elles ne sont pas les fenêtres d'origine. Regardez, les colonnettes latérales ne descendent pas jusqu'en bas. Car avant cela, les fenêtres étaient plus petites. Et en dessous, il y avait une fenêtre ronde, une rosace, dont nous venons justement de découvrir les vestiges. Voilà à quoi ressemblaient les fenêtres conçues par Maurice de Sully. Nous n'avons plus qu'à les rétablir en suivant ses plans. Mais il commençait à me plaire, cet homme du 19e siècle, qui parlait du Moyen-Âge comme s'il y avait vécu. Depuis l'enfance, ce dessinateur génial rêvait de chevaliers, de châteaux forts et d'églises gothiques. Au fil de ses voyages, il avait accumulé un savoir immense qu'il mettait maintenant à mon service pour redessiner les ornementations disparues. Mais quand les sources manquaient, il n'hésitait pas à lâcher la bride à son imagination. Sa connaissance de l'art gothique était si intime qu'il était persuadé d'en faire ressurgir l'âme à travers ses dessins. Des milliers de dessins. C'est ainsi que Viollet-le-Duc a commencé à peupler mes façades de créations toutes personnelles. Visage inquiet, bouille renfrognée, gargouille menaçante. En 1848, poussés par la misère et assoiffés de liberté, les Parisiens se soulèvent une nouvelle fois contre la monarchie. Ce siècle serait donc celui des grandes révolutions. Depuis le début de ma restauration, j'avais déjà connu 3 régimes, une monarchie, une république éphémère, puis le Second Empire, qui ne jure que par un mot inquiétant, la modernité. Pour que mon chantier reparte, il fallait à nouveau plaider ma cause. Jusque-là, mes architectes avaient su naviguer habilement au gré des changements de régime. Mais ils n'avaient pas les faveurs de l'Empire. Nous resterons dans l'histoire comme de girouettes. Toujours du côté du pouvoir. Mais, Jean-Baptiste, avons-nous le choix? On ne va pas s'arrêter là.
Pour séduire l'empereur, Viollet-le-Duc se transforme en décorateur de théâtre. Brocart, dorure, baldaquin de velours, lourde tenture. L'architecte propose de me rhabiller pour que j'accueille les grandes cérémonies impériales. Ses dessins font mouche. Napoléon III et l'impératrice Eugénie s'entichent de ses visions néo-gothiques. La reprise de mon chantier devient une affaire d'État. L'argent qui m'a tant manqué ne sera plus un problème. Nous sommes en 1853 et mes architectes ont maintenant carte blanche. N'écoutant plus qu'eux-mêmes, Viollet-le-Duc et Lassus vont intervenir partout. On y est. Il n'est pas un bloc, pas un picot, une maille de ma dentelle de pierre qui ne soit passée au crible de leur restauration. En dépit des protestations, les fenêtres des tribunes seront rétablies selon les désirs d'Eugène Viollet-le-Duc. Les arcs-boutants sont intégralement repris et couronnés de pinacles. Ils hérissent mes parois d'une armée de gargouilles. Les critiques se déchaînent. On reproche à Viollet-le-Duc de ne plus restaurer, mais d'inventer une cathédrale qui n'a jamais existé. La restauration tourne à l'obsession. Viollet-le-Duc ne se contente pas de renforcer la rose sud, il ordonne qu'on la démonte intégralement et qu'on la fasse pivoter d'un demi-pétale. Il réaménage chacune des chapelles, fait fondre de nouvelles grilles, érige une sacristie dont il conçoit tous les décors peints, chaque meuble, jusqu'aux moindres ferronneries. Et c'est encore lui qui dessine les objets liturgiques, dont le reliquaire de la Sainte Couronne, acheté par Saint-Louis, qui m'a finalement été rendu. 5 ans seulement après la reprise des travaux, il ne reste plus qu'un ultime chantier. Reconstruire, au-dessus des piliers de mon transept, la flèche médiévale. Trop abîmée, elle avait dû être démontée un siècle plus tôt. Mon chantier paraissait anachronique, à l'heure où la révolution industrielle faisait miroiter d'autres prodiges, où les longues poutres de métal se déployaient en structures aérées, où les grands dômes de verre commençaient à remplacer les vitraux d'église. Comment résister à la tentation du métal ? Il ferait ma flèche, en bois, comme on les construisait au Moyen-Âge. Mais elle serait d'une grâce et d'une virtuosité dont Maurice de Sully lui-même n'aurait osé rêver. Travaillé sur une dizaine de flèches, mais j'ai rarement vu un dessin de charpente aussi complexe. Ne me dites pas que vous allez renoncer. Vous n'y pensez pas. Au contraire. Savez-vous que Maurice de Sully était fils de bûcheron? En 1866, 20 ans après le début du chantier, les compagnons de Viollet-le-Duc montent la charpente de ma nouvelle flèche. Sur ces pentes abruptes sont disposés les 12 apôtres, 12 gardiens de cuivre au regard plongé vers le lointain. Tous, sauf un, Saint Thomas, patron des architectes, que Viollet-le-Duc a eu l'insolence de tourner vers son chef-d'œuvre et à qui il a donné ses traits. Ce prodige de grâce trônait à 93 mètres de hauteur. Il faisait alors de moi le plus grand monument de Paris. Et de Viollet-le-Duc, l'un des architectes les plus fascinants de son époque.
car il ne s'est pas contenté de réinventer l'architecture gothique. Viollet-le-Duc a fait de moi un livre d'images qui va façonner, pour longtemps, votre représentation du Moyen-Âge.